L'intelligence n'est pas un cadeau, c'est un exil. Chaque pensée profonde qui traverse ton esprit t'éloigne d'un centimètre de la foule. Et à chaque centimètre, la chaleur humaine devient plus froide, les voix plus lointaines, le monde plus étrange. Carl Jung comprenait cela avec une clarté que peu osent admettre. La conscience élargie ne te rapproche pas des autres, elle t'éloigne. Pas parce que tu es meilleur, mais parce que tu es éveillé dans un monde qui préfère dormir. Et lorsque tu ouvres les yeux dans une pièce pleine de somnambules, tu deviens le seul à heurter les meubles, le seul à remarquer les fissures dans les murs, le seul à ressentir le poids insupportable d'être réellement présent pendant que tous les autres errent dans des rêves partagés qu'ils appellent réalité. Jung a consacré des décennies à explorer les profondeurs de la psyché humaine, ce territoire sombre où résident les ombres que nous préférons ne pas nommer. Il a découvert que l'esprit n'est pas un jardin ordonné de pensées logiques, mais un labyrinthe d'archétypes ancestraux, d'impulsions réprimées et de vérités que la société nous enseigne à enterrer avant que nous sachions marcher. La brillance, alors, n'est rien d'autre que la capacité de voir ce labyrinthe avec clarté, de reconnaître les motifs que d'autres ignorent, de nommer les monstres que nous ressentons tous, mais que personne n'admet. Et cette vision a un prix brutal, la solitude de celui qui ne peut pas partager ce qu'il voit. Parce que lorsque vous essayez de décrire les démons qui rôdent dans le sous-sol de la conscience collective, la foule ne vous remercie pas de l'avertissement. Elle vous désigne comme le problème. Elle fait de vous le monstre. La société fonctionne par un contrat silencieux d'ignorance partagée. Nous convenons tous de ne pas regarder trop de près, de ne pas poser trop de questions, de ne pas ressentir trop profondément. C'est un pacte de médiocrité consensuelle où la superficialité se pare de normalité et la profondeur est punie comme de l'arrogance. Les conversations flottent en surface comme des insectes d'eau, effleurant des sujets sûrs, répétant des phrases toutes faites, recyclant des opinions empruntées à des titres que personne n'a lus en entier. Et ce n'est pas un hasard. C'est une survie sociale. Car approfondir, remettre en question, analyser, signifie briser le miroir où nous convenons tous de nous voir comme des citoyens fonctionnels d'une réalité qui a du sens. Cela signifie admettre que nous naviguons dans un océan d'absurdité avec des cartes que nous inventons pour ne pas admettre que nous sommes perdus. La brillanté de l'esprit ne peut soutenir cette fiction. Pas par supériorité morale, mais par incapacité neurologique à se déconnecter. C'est comme demander à quelqu'un avec une audition parfaite d'ignorer la dissonance dans un orchestre désaccordé. Chaque conversation triviale ressemble à une trahison de la capacité de penser par soi-même. Chaque rire faux face à une blague médiocre fait mal comme un clou dans l'authenticité. Chaque fois que vous feignez de vous intéresser à qui a gagné le match ou quelle célébrité a divorcé, quelque chose en vous se flétrit un peu plus. Pas parce que ces sujets sont indignes, mais parce que vous savez qu'il existe des conversations plus profondes qui pourraient avoir lieu, des questions plus urgentes à poser, des silences plus sincères à partager. Mais la foule ne veut pas de profondeur. Elle veut du confort. Et le confort se construit sur la répétition de ce qui est connu, non sur l'exploration de l'inconnu. Jung appelait cela le processus d'individuation, ce voyage brutal pour devenir ce que l'on est vraiment, plutôt que ce que l'on est censé être. Et il a découvert quelque chose d'effrayant. La majorité des gens ne commencent jamais ce voyage. Ils vivent et meurent comme des copies de copies, reproduisant des schémas hérités, croyant des pensées qu'ils n'ont jamais remises en question, ressentant des émotions que la culture leur a dit de ressentir. Ils ne sont pas des individus. Ce sont des fonctions sociales avec des noms propres. Et lorsqu'une personne ose s'individualiser, quelqu'un qui creuse dans sa propre psyché pour trouver quelque chose de véritablement propre, la tribu le perçoit comme une menace. Parce que chaque personne authentique est un rappel vivant de l'inauthenticité des autres. Chaque esprit qui refuse de dormir est une alarme qui interrompt le sommeil collectif. La solitude de l'intelligence n'est pas simplement être physiquement seul. C'est l'abîme qui s'ouvre lorsque vous réalisez que même entouré de gens, vous parlez une langue que personne d'autre ne semble comprendre. Vous pouvez traduire vos pensées en mots simples, vous pouvez déguiser vos idées en métaphores accessibles, vous pouvez réduire la tension de votre discours pour ne pas brûler les circuits conversationnels des autres.
Mais il y aura toujours une partie de vous qui reste incommunicable, une dimension de votre expérience intérieure qui ne trouve pas d'écho dans les yeux de celui qui est en face de vous. Et ce n'est pas parce que vous êtes spécial, c'est parce que la profondeur psychologique et philosophique n'est pas une caractéristique commune. La majorité des personnes n'a pas accès, par choix ou par capacité, au niveau d'abstraction et d'analyse où votre esprit habite naturellement. Schopenhauer, ce philosophe du pessimisme lucide que Jung admirait, l'a exprimé avec une cruauté cristalline. La vie oscille comme un pendule entre la douleur et l'ennui. Mais pour l'esprit brillant, il existe un troisième état, la lucidité insupportable. Ce moment où vous voyez avec trop de clarté comment fonctionne le mécanisme, comment le bonheur est un mirage biochimique, comment l'amour est une stratégie évolutive, comment la signification est une narration que nous tissons pour ne pas affronter le vide. Et une fois que vous voyez cela, vous ne pouvez plus l'ignorer. C'est comme découvrir que le film de votre vie a des fils visibles et des acteurs avec du maquillage mal appliqué. Vous pouvez faire semblant de ne pas le remarquer, mais la magie est brisée à jamais. Et quand vous essayez de partager cette vision, quand vous mentionnez les fils et le maquillage, les autres vous regardent comme si vous aviez ruiné le film. Parce que vous l'avez ruiné. Pour eux, l'illusion était tout ce qu'ils avaient. La culture moderne a construit un autel à la connectivité tout en pratiquant l'art de la déconnexion la plus sophistiquée de l'histoire. Des millions de personnes collées aux écrans, partageant des fragments de vies éditées, échangeant des réactions programmées, croyant que l'accumulation de likes équivaut à être compris. C'est une parodie d'intimité, une simulation de communauté où tous sont ensemble, mais personne n'est réellement présent. Et l'esprit analytique voit cela avec une clarté douloureuse. Il voit comment la technologie qui promettait de nous unir nous a atomisés en bulles algorithmiques où nous ne rencontrons que des versions déformées de nous-mêmes. Il voit comment les conversations profondes ont été remplacées par des échanges transactionnels d'informations, comment la vulnérabilité a été remplacée par la gestion de l'image, comment la pensée critique a cédé face à la viralité de l'émotion. Dans ce contexte, le penseur profond devient un anachronisme vivant. Parce que penser profondément nécessite du temps, du silence, de la solitude, une disposition à s'asseoir avec des idées inconfortables sans les résoudre immédiatement. Cela demande de tolérer l'ambiguïté, d'embrasser la paradoxe, d'accepter que certaines questions n'ont pas de réponse satisfaisante. Mais la culture de l'immédiateté ne tolère pas cela. Elle exige des réponses rapides, des opinions catégoriques, des positions binaires. Elle exige que vous simplifiez le complexe, que vous réduisiez le nuancé, que vous transformiez la philosophie en phrases motivationnelles de 2 lignes pouvant se consommer entre 2 gorgées de café. Et si vous refusez, si vous insistez sur la complexité, sur le nuance, sur la lenteur de la pensée authentique, on vous ignore simplement. Non pas parce que vous avez tort, mais parce que vous êtes incompatible avec le rythme du système. Jung a compris que l'ombre, cette partie sombre de nous que nous réprimons et nions, n'est pas seulement individuelle, mais collective. Il existe une ombre sociale, un côté obscur de la culture que nous convenons tous de ne pas voir. La cruauté systématique déguisée en efficacité, l'exploitation normalisée sous le nom d'économie, la manipulation constante que nous appelons marketing, la destruction de la planète que nous justifions comme un progrès. Et l'esprit brillant ne peut ignorer cette ombre collective. Chaque fois que vous achetez quelque chose d'inutile, vous voyez les chaînes d'approvisionnement. Chaque fois que vous votez, vous voyez le théâtre de l'illusion démocratique. Chaque fois que vous travaillez, vous ressentez le poids de vendre votre temps fini contre des chiffres sur un écran. Ce n'est pas du cynisme. C'est une perception sans filtre. Et cette perception vous transforme en un étranger dans votre propre culture. L'ironie perverse est que la société vénère l'intelligence en abstrait tout en punissant sa manifestation concrète. Nous célébrons les génies morts, les transformons en citations inspirantes et postets motivants. Mais pour les penseurs vivants, ceux qui osent remettre en question le statu quo, pointer les incohérences, nommer les hypocrisies, nous les marginalisons. Nous les qualifions d'arrogants, de prétentieux, de pessimistes, d'empêcheurs de tourner en rond. Nous les accusons de penser trop, de compliquer la simplicité, de ruiner le plaisir. Parce que l'intelligence critique est utile lorsqu'elle produit de la technologie ou augmente la productivité.
Mais lorsqu'elle s'attaque à la société elle-même, lorsqu'elle examine les valeurs, les structures, les hypothèses fondamentales, elle devient une menace. Et les menaces doivent être neutralisées, que ce soit par le ridicule, l'exclusion ou la domestication. Cette domestication prend des formes subtiles. D'abord, il tente de te faire taire avec des flatteries empoisonnées. Tu es si intelligent, mais tu devrais être plus pratique. Ensuite, avec de la culpabilité, tout le monde ne peut pas être comme toi. Certains doivent vivre dans le monde réel. Enfin, avec de l'ostracisme, il cesse simplement de t'inviter, de t'inclure, de te considérer comme faisant partie du groupe. Et tu fais face à un choix brutal. Tu peux te taire, comprimer ta pensée, feindre une simplicité que tu ne ressens pas, devenir une version diluée de toi-même pour maintenir la chaleur de l'appartenance. Ou tu peux rester intègre, accepter le froid de l'exil et construire une vie en marge où tu peux au moins respirer sans masque. La majorité choisit le premier chemin. On appelle cela mûrir. Jung l'appellerait une trahison de l'âme. La trahison de l'âme est le coût de la normalité. Et l'esprit brillant paie ce coût chaque jour lors de petites transactions. Chaque fois que tu acquiesces face à une idiotie pour éviter le conflit. Chaque fois que tu ris de quelque chose qui n'est pas drôle pour faciliter l'interaction sociale. Chaque fois que tu te mords la langue, alors que tu pourrais dire quelque chose de vrai mais gênant. Chacun de ces micro-trahisons érode quelque chose d'essentiel, jusqu'au jour où tu te regardes dans le miroir et ne reconnais pas l'étranger qui te renvoie ton regard. Cet étranger a ton visage, mais a vidé son intérieur pour accueillir les attentes des autres. Il a échangé l'authenticité contre l'acceptation. Et la paradoxe amère est qu'il n'obtient même pas l'acceptation. Parce que les gens n'acceptent pas qui tu es lorsque tu fais semblant. Ils acceptent qui tu prétends être. Et celui que tu prétends être est aussi jetable que n'importe quel autre personnage de la comédie sociale. Jung a passé des années à explorer ce qu'il appelait l'inconscient collectif, ce substrat psychique partagé par toute l'humanité où résident les archétypes universels. Il a découvert qu'au-delà des couches de culture, de langage et de croyances individuelles, nous partageons tous les mêmes schémas fondamentaux. Le héros, l'ombre, le sage, le trompeur. Mais il a aussi découvert quelque chose de plus troublant. La majorité des personnes n'accèdent jamais consciemment à ces profondeurs. Elles vivent à la surface de leur propre psyché, s'identifiant complètement à leur ego, à leur personnage social, au masque qu'elles portent devant le monde. Et lorsqu'une personne descend dans ces profondeurs, quelqu'un qui parle le langage des archétypes et des symboles, quelqu'un qui reconnaît les schémas universels sous les particularités superficielles, cette personne ne peut plus communiquer efficacement avec ceux qui n'ont jamais effectué cette descente. C'est comme si vous habitiez deux mondes simultanément. Le monde superficiel des apparences, où tout le monde fait semblant que les choses sont simples, linéaires, compréhensibles. Et le monde profond des forces archétypiques, où tout est complexe, cyclique, paradoxal. Vous pouvez naviguer dans le premier monde par nécessité, apprendre ses codes et suivre ses rituels. Mais votre foyer est dans le second monde. Et ce monde est solitaire parce que la majorité des personnes ne savent même pas qu'il existe. Quand vous essayez de leur en parler, ils regardent confus ou effrayés, comme si vous décriviez une dimension extraterrestre. Et en un certain sens, c'est ce que vous faites. Parce que pour celui qui n'a jamais remis en question ses propres pensées, n'a jamais examiné ses propres motivations, n'a jamais affronté ses propres ombres, le monde intérieur profond est aussi réel qu'un pays de fantaisie. La solitude de l'intellect s'intensifie à l'ère de l'information. Paradoxalement, nous n'avons jamais eu autant accès à la connaissance et nous n'avons jamais été aussi fragmentés dans notre pensée. L'information coule en torrent incessant, mais la connaissance profonde nécessite quelque chose que la culture numérique ne fournit pas. Du temps pour la digestion, de l'espace pour la contemplation, du silence pour l'intégration. L'esprit brillant a besoin de ces éléments comme le corps a besoin d'oxygène. Mais la culture les traite comme des luxes superflus ou, pire encore, comme des symptômes d'inefficacité. Vous devez toujours être connecté, toujours consommer, toujours produire, toujours disponible. L'idée de se déconnecter pour penser, de se perdre dans une réflexion profonde,
de passer des heures avec un seul concept jusqu'à le comprendre viscéralement, est perçu comme de l'auto-indulgence ou de l'élitisme. Et voici qu'une nouvelle couche d'isolement apparaît. Car même parmi les soi-disant intellectuels, même dans les espaces supposés dédiés à la réflexion profonde, on trouve le même jeu d'apparence avec un vocabulaire plus sophistiqué. On rencontre des personnes qui collectionnent les références comme des trophées, mais n'intègrent jamais les idées dans leur être. Qui cite Jung sans avoir affronté leur propre ombre? Qui discute de philosophie comme un exercice académique sans laisser les questions philosophiques déchirer leurs certitudes? Qui utilise l'intellect comme un masque, comme une autre forme de statut, comme un outil pour se sentir supérieur plutôt que comme un bistouri pour se disséquer eux-mêmes? Et lorsque vous faites face à cela, lorsque vous découvrez que même les espaces qui promettaient la profondeur sont souvent un théâtre intellectuel, la solitude devient absolue, parce qu'on ne trouve même pas parmi les soi-disant penseurs la pensée authentique que votre esprit désire. Schopenhauer soutenait que la souffrance était la condition fondamentale de l'existence, que la volonté aveugle qui impulse toute vie est un moteur de douleur insatiable. Et l'esprit brillant découvre que ce n'est pas du pessimisme, c'est une description. Il voit comment le désir génère la souffrance, comment la satisfaction est éphémère avant l'apparition du désir suivant, comment il n'y a jamais de repos dans la roue de vouloir, obtenir, s'adapter et vouloir à nouveau. Mais ce qui rend cette vision particulièrement isolante, c'est que la majorité des gens ne veut pas la voir. Ils préfèrent la narration selon laquelle le bonheur est au coin de la rue, que la prochaine réussite, le prochain achat, la prochaine relation apporteront enfin une paix durable. Signaler l'inutilité de ce projet ne vous rend pas populaire. Cela fait de vous celui qui brise l'espoir, même si cet espoir est l'opium qui maintient les gens dans la roue de la souffrance qu'ils pourraient abandonner s'ils confrontaient la vérité. Et voici le dernier piège de l'intelligence brillante. Une fois que vous voyez clairement, vous ne pouvez pas choisir de ne pas voir. Ce n'est pas une décision consciente que vous pouvez inverser. C'est une transformation permanente de votre appareil perceptuel. C'est comme si quelqu'un vous apprenait à voir les couleurs ultraviolettes. Et maintenant, vous voyez un monde que d'autres ne peuvent ni voir ni imaginer. Vous pouvez fermer les yeux, mais quand vous les ouvrez, il est là. Vous pouvez vous distraire, mais dès que la distraction cesse, il est là. Vous pouvez vous intoxiquer, mais quand la gueule de bois passe, il est là. La clarté est une condamnation sans appel. Et ce qui est le plus cruel, c'est que personne ne vous a averti avant de franchir ce seuil. Personne ne vous a dit que le prix de la compréhension profonde serait l'exil du confort de l'ignorance partagée. Jung parlait de la nuit noire de l'âme, ces périodes où la psyché se désintègre avant de se reconstruire à un niveau supérieur d'intégration. Mais pour l'esprit perpétuellement éveillé, la nuit noire n'est pas un épisode transitoire. C'est le climat habituel, parce que chaque niveau de compréhension que vous atteignez révèle de nouvelles couches d'absurde, de nouvelles dimensions de douleur, de nouvelles raisons de remettre en question tout ce que vous pensiez être résolu. Il n'y a pas d'arrivée. Il n'y a pas de moment où vous comprenez enfin tout et pouvez vous reposer dans la certitude. Chaque réponse engendre des questions plus profondes. Chaque solution révèle des problèmes plus fondamentaux. C'est un labyrinthe qui s'étend à mesure que vous le parcourez. Et la solitude vient du fait de marcher plus profondément, alors que tous les autres attendent à l'entrée, convaincus de tout avoir déjà vu. Ceux qui ne sont jamais entrés dans le labyrinthe vous traitent d'élitistes lorsque vous décrivez ce que vous avez vu. Ils vous accusent de croire que vous êtes meilleur, plus intelligent, plus évolué. Mais ils ne comprennent pas que ce n'est pas un jugement de valeur. C'est une description d'expérience. Quelqu'un qui n'a jamais goûté une pomme n'est pas moralement inférieur à celui qui l'a fait. Il a simplement vécu une expérience différente. Mais si vous essayez de décrire le goût d'une pomme à quelqu'un qui n'a jamais goûté de fruits, vous aurez l'air d'inventer des choses ou de vous vanter d'une expérience qu'ils ne peuvent pas valider. La différence, c'est qu'avec les pommes, ils pourraient éventuellement en goûter une. Mais avec certains types de compréhension psychologique et philosophique, il n'y a pas de raccourci. Vous ne pouvez pas faire voir à quelqu'un ce qu'il n'a pas vu tant qu'il n'a pas parcouru le même chemin d'auto-examen impitoyable que vous avez parcouru. Et la plupart ne le feront pas. Pas parce qu'ils en sont incapables, mais parce que cela fait trop mal. Cela fait plus mal que ce que la majorité est prête à admettre.
Cela fait mal de voir combien de ta personnalité est une programmation sociale. Cela fait mal de reconnaître combien de tes opinions les plus fortes sont des insécurités déguisées. Cela fait mal d'accepter que ton sentiment d'identité est une narration fragile que ton cerveau a construite pour donner de la cohérence à une collection aléatoire d'expériences. Cela fait mal de découvrir que les choses pour lesquelles tu as sacrifié des années de ta vie n'ont peut-être jamais compté. Cela fait mal de regarder tes parents et de voir des personnes brisées reproduisant leur propre traumatisme en toi. Cela fait mal de comprendre que l'amour que tu as reçu a toujours été conditionné par ta capacité à satisfaire les besoins des autres. Cela fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Et après un certain temps, tu décides qu'il vaut mieux ne pas savoir, ne pas penser si profondément, mieux vaut garder les lumières éteintes dans les sous-sols de la psyché. La majorité prend cette décision et tu ne leur en veux pas. Mais toi, tu n'as pas pu la prendre. Et maintenant, tu marches avec des blessures que d'autres ne se sont jamais infligées, comprenant des démons que d'autres n'ont jamais nommés. La culture offre des anesthésiques pour cette douleur. Un divertissement sans fin pour occuper chaque seconde de conscience potentielle. Une consommation compulsive pour combler les vides avec des choses. Des relations superficielles pour simuler une connexion sans risque de véritable intimité. Des idéologies simplistes pour remplacer la pensée complexe par des certitudes réconfortantes. Des identités de groupe pour subordonner l'individu à la tribu. Et tous ces anesthésiques fonctionnent, jusqu'à un certain point, pour ceux qui peuvent y croire. Mais l'esprit analytique voit le mécanisme. Il voit comment la série télévisée est conçue neurologiquement pour créer une dépendance. Il voit comment le produit promet une transformation qu'il ne peut chimiquement réaliser. Il voit comment la relation est construite sur un besoin mutuel plutôt que sur une véritable appréciation. Il voit comment l'idéologie réduit une complexité infinie à des narrations binaires. Il voit comment l'identité de groupe nécessite de trahir certains aspects gênants de l'être individuel. Et quand tu vois le mécanisme, tu ne peux pas te livrer complètement au réconfort qu'il offre. Il existe une forme de solitude qui transcende le physique ou le social. C'est la solitude ontologique, la condition d'exister en tant que conscience séparée dans un univers qui peut ne pas avoir de conscience inhérente. Jung a exploré cette frontière entre la psyché individuelle et quelque chose de plus grand, cette zone où le personnel se dissout dans le transpersonnel. Mais même dans ces expériences de dissolution de l'ego, de connexion avec quelque chose d'universel, il y a un retour inévitable au point de vue individuel. Et ce retour est particulièrement douloureux pour celui qui a vu l'alternative. C'est comme avoir expérimenté l'absence de solitude absolue, puis être rejeté à nouveau dans la prison du moi. Tu sais qu'il existe une autre possibilité, mais tu ne peux pas la maintenir en permanence. Tu habites donc deux exils. L'exil de la société en raison de ta profondeur et l'exil de l'unité cosmique à cause de ton individualité. Tu es trop conscient pour la masse et trop séparé pour l'ensemble. Et au milieu de ces exils, tu construis quelque chose. Peut-être une œuvre d'art que personne ne comprend entièrement. Peut-être des idées qui seront reconnues des décennies après ta mort. Peut-être simplement une vie vécue avec une intégrité féroce qui ne cède pas à la pression de se conformer. Jung appelait cela la réalisation de l'être, ce processus de rendre conscient l'inconscient, d'intégrer l'ombre, d'honorer tous les aspects de la psyché plutôt que de s'identifier uniquement à ce qui est socialement acceptable. Et la réalisation de l'être est nécessairement un projet solitaire, parce que personne d'autre ne peut faire ton travail psychologique. Personne d'autre ne peut affronter tes démons. Personne d'autre ne peut intégrer tes contradictions. Au mieux, ils peuvent marcher parallèlement dans leur propre processus d'individuation. Et si tu as de la chance, si l'univers est généreux, peut-être trouveras-tu un ou deux compagnons de voyage qui parlent ta langue. Mais même alors, chacun est fondamentalement seul dans son propre processus. La question que personne ne pose, mais à laquelle tous les penseurs profonds font face en silence, est la suivante. Cela en valait-il la peine? La connaissance apportée par l'isolement en valait-elle la peine? La clarté obtenue au prix de la connexion en valait-elle la peine? L'intégrité exigée par la solitude en valait-elle la peine? Et la réponse honnête est qu'il n'y a pas de réponse. Car ce n'était pas un choix rationnel où vous avez pesé les coûts et les bénéfices avant de décider. Vous avez été poussé par une impulsion intérieure plus forte que la volonté consciente.
Votre esprit brillant n'est pas un mérite que vous avez cultivé. C'est une condition que vous avez héritée ou développée en raison de circonstances que vous ne contrôliez pas entièrement. Et maintenant que vous l'avez, vous ne pouvez pas la rendre. Vous ne pouvez pas éteindre la conscience comme si c'était un interrupteur. Vous ne pouvez pas désapprendre ce que vous avez appris. Vous ne pouvez pas cesser de voir ce que vous avez vu. Alors, la question n'est pas si cela en valait la peine. La question est comment habiter cette condition avec la plus grande dignité possible. Et la dignité, dans ce contexte, n'est ni une souffrance silencieuse, ni un isolement fier. C'est la reconnaissance brutale que ton esprit fonctionne d'une certaine manière et que tenter de le forcer à être différent ne fait qu'engendrer plus de souffrance. C'est l'acceptation que tu ne t'intégreras pas complètement dans aucun groupe social normal et que cela ne te rend ni supérieur ni inférieur, simplement différent de manière qui compte profondément pour ton expérience vécue. C'est la compréhension que la profondeur a un prix et que ce prix n'est pas négociable avec l'univers. Tu peux rejeter la profondeur et vivre en surface, mais cela a aussi un prix, peut-être plus élevé. Tu peux embrasser la profondeur et accepter la solitude, en sachant qu'au moins tu restes fidèle à ta nature fondamentale. Aucune option n'est facile. Aucune option n'est exempte de douleur. Mais l'une d'elles te permet de te regarder dans le miroir sans mépris. Schopenhauer suggéra que la solution à la souffrance de l'existence était une sorte de négation de la volonté, une extinction du désir qui nous maintient dans la roue de la douleur. Mais cela est impossible pour celui qui vit dans l'esprit, parce que la pensée elle-même est une forme de désir, le désir de comprendre, de clarifier, d'intégrer. Vous ne pouvez pas penser profondément et être libéré de la volonté. La volonté est tissée dans chaque analyse, chaque synthèse, chaque moment de compréhension. Alors, le penseur profond est condamné à une souffrance particulière. La souffrance de ne pas pouvoir cesser de chercher un sens dans un univers qui peut-être ne l'a pas. C'est Sisyphe poussant la roche de la compréhension en haut de la montagne, sachant qu'elle roulera en bas, et pourtant incapable de ne pas la repousser à nouveau. Et il le fait seul, parce que les autres ont quitté la montagne depuis longtemps pour jouer dans la vallée. Mais il y a des moments rares et précieux comme des diamants dans la boue où tu trouves de la résonance, où tu lis un livre écrit il y a des siècles et tu sens que l'auteur te parle directement à travers le temps, où tu as une conversation avec un étranger et pendant 2 heures, la solitude se dissout parce que tu parles enfin la langue complète de ton esprit sans traduction ni censure, où tu crées quelque chose, de l'art, de l'écriture, de la musique, qui encapsule quelque chose que tu ne savais pas comment exprimer, et quelqu'un, quelque part, le reçoit et dit silencieusement « Oui, c'est ça, exactement ça ». Ces moments n'effacent pas la solitude fondamentale, mais ils la rendent supportable, parce qu'ils te rappellent que même si la profondeur t'isole, elle te connecte aussi à un réseau invisible d'esprit à travers le temps et l'espace qui ont fait la même descente dans les profondeurs que toi. Jung. Jung est mort seul à bien des égards. Ses idées ont été mal interprétées, simplifiées, appropriées par des mystiques qui ont ignoré sa rigueur scientifique et rejetées par des scientifiques qui ont ignoré son ouverture au mystique. Il a consacré sa vie à cartographier la psyché humaine avec une profondeur que peu ont égalée. Et la récompense a été d'être marginalisé par l'establishment académique et mythifié par des disciples qui n'ont pas vraiment compris son travail. Mais il a continué. Il a écrit, exploré, s'est enfoncé plus profondément dans le labyrinthe de la conscience parce que c'était la seule chose qu'il pouvait faire réellement. Ce n'était pas un choix, c'était une nécessité ontologique. Et dans cette nécessité réside quelque chose d'assez tragique, mais aussi profondément humain. Car l'esprit brillant, dans sa solitude, accomplit le travail dont l'espèce a besoin, mais que la société ne reconnaît pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Alors vous arrivez à la fin de cette analyse, et vous vous retrouvez là où vous avez commencé, seul. Mais maintenant, la solitude a un nom, une texture, une généalogie. Maintenant, vous comprenez que ce n'est ni un défaut personnel, ni un échec social. C'est la conséquence inévitable de voir avec clarté dans un monde qui préfère la brume. C'est le prix de l'individuation dans une culture qui récompense la conformité. C'est le coût de la profondeur à une époque qui célèbre la superficialité.
Et avec cette compréhension, peut-être, juste peut-être, la solitude devient un peu moins solitaire. Parce qu'au moins maintenant, vous savez pourquoi vous êtes seul. Et cette connaissance ne vous ramène pas à la foule, mais vous ancre en vous-même avec plus de fermeté. La brillanté mentale devient solitaire, non pas parce qu'elle le souhaite, mais parce qu'elle ne peut faire autrement et rester intègre. Et l'intégrité, au final, est la seule chose que vous possédez réellement. Tout le reste, les relations, les réalisations, les possessions, peut être enlevé. Mais la façon dont vous habitez votre propre conscience, cela vous appartient jusqu'à votre dernier souffle. Et si vous avez choisi d'habiter cette conscience avec une honnêteté brutale, une curiosité implacable, un rejet des mensonges réconfortants, alors la solitude est simplement l'espace où vous faites ce travail. Ce n'est pas une prison, c'est un atelier. Et le travail que vous y faites, dans le silence que d'autres craignent, est le travail le plus important qui existe. Devenir pleinement humain plutôt que de fonctionner comme un fragment humain que la société a trouvé utile. La foule ne le comprendra jamais. Pas parce qu'ils sont moins que toi, mais parce qu'ils jouent à un jeu différent, avec des règles différentes et vers des objectifs différents. Et c'est bien ainsi. Il doit y avoir des personnes qui vivent en surface, qui maintiennent l'infrastructure sociale, qui perpétuent les traditions, qui trouvent du réconfort dans la convention. Sans elles, il n'y aurait pas de société à remettre en question. Mais il doit aussi y avoir des personnes qui descendent, qui remettent en question, qui refusent d'accepter les réponses faciles, qui supportent la solitude de la profondeur parce que quelqu'un doit le faire. Quelqu'un doit garder en vie la flamme de la pensée authentique, de la vraie question, de la quête qui ne s'arrête pas quand elle devient inconfortable. Cette personne, c'est toi. Et tu es seul. Pas temporairement jusqu'à ce que tu trouves ta tribu. Pas situationnellement jusqu'à ce que les circonstances changent. Tu es fondamentalement seul parce que ton esprit fonctionne sur une fréquence que la majorité ne capte pas. Et maintenant, après toute cette analyse, après avoir disséqué la solitude jusqu'à ses composants atomiques, il reste une question à laquelle tu ne peux pas échapper. Une question à laquelle aucun philosophe ne peut répondre pour toi, qu'aucun psychanalyste ne peut résoudre à ta place, qu'aucun livre ne peut répondre de manière définitive. La question est simple et effrayante. Qu'est-ce que tu feras avec cela? Comment vivras maintenant que tu sais que ta brillance est à la fois ton don et ta condamnation? Continueras-tu à descendre vers des profondeurs plus grandes, sachant que chaque niveau t'éloigne davantage de la possibilité de connexion ordinaire? Ou essaieras-tu de construire des ponts, même précaires, entre ton monde intérieur et celui des autres, en acceptant qu'il y aura toujours une traduction imparfaite? Te réfugieras-tu dans l'amertume, utilisant ton intelligence comme un bouclier pour justifier ton isolement? Ou trouveras-tu la manière perverse de compassion qui surgit lorsque tu comprends que tous sont piégés dans leur propre prison perceptuelle, sauf que la plupart ne peuvent pas voir les barreaux? Parce qu'ici se trouve la vérité que Jung n'a jamais dite explicitement, mais qui imprègne toute son œuvre. La conscience élargie n'est pas une destinée, c'est une responsabilité. Une fois que vous voyez plus, vous ne pouvez pas simplement vivre pour vous-même comme si la vision n'avait pas eu lieu. Vous portez le poids de savoir des choses que d'autres ignorent, de voir des schémas que d'autres ne perçoivent pas. Et ce poids vous oblige à quelque chose. Pas nécessairement à le partager, car comme nous l'avons déjà dit, partager est souvent impossible ou contre-productif. Mais à l'utiliser, à permettre à votre vision profonde d'informer la façon dont vous vous déplacez dans le monde, comment vous traitez les autres, comment vous construisez votre vie, à ne pas gaspiller votre don dans le ressentiment ou la supériorité défensive, à ne pas utiliser votre intelligence comme une arme pour blesser ceux qui ne peuvent pas se défendre avec le même vocabulaire. Il existe une tentation insidieuse dans l'esprit brillant, la tentation de transformer la solitude en identité, de faire de l'isolement un refuge fier, de utiliser la compréhension profonde comme excuse pour le détachement émotionnel. Il est facile de dire que vous êtes seul parce que vous êtes trop intelligent pour les gens ordinaires. Il est plus difficile d'admettre que peut-être il y a aussi des blessures, des peurs de l'intimité, des incapacités émotionnelles que vous avez rationalisées comme une supériorité intellectuelle. Jung le savait. Il a passé des années à affronter sa propre ombre, reconnaissant comment sa brillance était aussi une défense, comment son immersion dans l'archétypique était parfois une fuite du personnel.
La véritable individuation ne consiste pas seulement à approfondir la connaissance. C'est intégrer cette connaissance avec toutes les parties gênantes et vulnérables de votre humanité que vous préféreriez intellectualiser plutôt que ressentir. Alors, lorsque tu te retrouves seul une autre nuit, entouré de livres que tu comprends mieux que les gens, perdu dans des pensées qu'aucun connu ne pourrait suivre, tu dois te poser honnêtement la question: cette solitude est-elle totalement inévitable ou y a-t-il des parties que tu choisis parce qu'il est plus facile que de risquer d'être mal interprété, rejeté, blessé? Es-tu seul parce que tu es brillant ou utilises-tu ta brillance pour justifier ta solitude? Car la réponse, inconfortable et complexe, est probablement les deux. Et reconnaître cela ne diminue pas la réalité de ton isolement intellectuel. Mais cela ajoute des couches de complexité qu'une véritable âme profonde ne doit pas ignorer au nom d'une narration autocongratulatoire de supériorité tragique. La brillantez en soledad enfrenta una bifurcación existencial. Un camino lleva hacia la amargura, el cinismo corrosivo, la cosificación de todos los demás como PNJs en tu película privada de sufrimiento intelectual. Este camino es seductor porque ofrece la ilusión de control. Si todos los demás son superficiales, tú mantienes tu profundidad como corona de espinas que te hace especial en tu dolor. Pero este camino termina en una forma de muerte psíquica, donde te conviertes en una caricatura de ti mismo. Un estereotipo viviente del intelectual alienado que ha confundido su aislamiento con iluminación. El otro camino es más difícil, más humilde, más doloroso en formas diferentes. Requiere que mantengas tu profundidad sin usarla como muralla, que aceptes la soledad sin romanticizarla, que veas claramente sin despreciar a quienes ven menos claramente, que permanezcas vulnérable incluso cuando la vulnérabilidad ha sido castigada una y otra vez. Ce second chemin est celui que Jung a tenté d'emprunter avec des succès variables tout au long de sa vie. Il n'y a pas de gloire en lui. Il n'y a pas de moment de triomphe où enfin tous reconnaissent votre génie et votre solitude se dissout dans une adoration méritée. Au contraire, il y a un travail silencieux et continu pour rester humain tout en habitant une conscience qui menace constamment de vous éloigner de l'humain. C'est le travail de trouver de la compassion lorsque la clarté vous montre à quel point les motifs humains peuvent être pathétiques. C'est le travail de maintenir la tendresse lorsque l'analyse révèle les mécanismes froids derrière chaque geste chaleureux. C'est le travail d'aimer, si vous pouvez encore, non pas malgré la lucidité, mais à travers la lucidité. Aimez la condition humaine tragico-comique précisément parce que vous comprenez ses limites, non pas parce que vous les ignorez. Et voici le secret que la plupart des analyses sur la solitude du génie omettent. L'intelligence sans sagesse n'est qu'une forme plus sophistiquée de stupidité. Vous pouvez comprendre tous les mécanismes psychologiques et sociaux. Vous pouvez déconstruire chaque interaction jusqu'à ses composants algorithmiques. Vous pouvez voir à travers toutes les illusions et les auto-tromperies. Mais si cette compréhension ne vous rend pas plus capable d'habiter votre vie avec quelque chose qui ressemble à la paix, si elle ne vous permet pas une forme de connexion, même intermittente et partielle, si elle ne fait que vous transformer en un spectateur aliéné de votre propre existence, alors votre intelligence s'est retournée contre vous. Elle est devenue une maladie déguisée en sophistication. La sagesse, contrairement à l'intelligence, reconnaît ses propres limites. Elle sait qu'il y a des choses qu'on ne peut penser, mais seulement vivre. Qu'il y a des vérités que l'analyse détruit plutôt que de révéler. Que parfois, la connexion humaine nécessite de suspendre temporairement la conscience critique et simplement être présent, même si cette présence repose sur des fictions partagées. La sagesse est ce qui te permet de soutenir des paradoxes sans les résoudre, que tu es irrémédiablement seul et profondément connecté, que la vie n'a pas de signification inhérente et est remplie de significations que tu crées, que tout est absurde et pourtant il importe désespérément comment tu le vis. L'intelligence veut résoudre ces paradoxes. La sagesse les habite. Jung a compris cela dans ses dernières années. Dans ses mémoires, il a réfléchi à la façon dont le voyage vers l'individuation ne se termine pas dans un état transcendant de connaissance pure. Il se termine, si tant est qu'il se termine, dans une réconciliation humble avec le mystère, avec l'acceptation que vous ne comprendrez jamais complètement votre propre psyché, encore moins la réalité entière,
que vous pouvez explorer le labyrinthe toute votre vie et qu'il y aura toujours des couloirs non cartographiés, des ombres sans nom, des questions sans formulation. Et cette acceptation n'est pas une défaite, c'est une libération. Parce que lorsque vous cessez d'essayer d'atteindre une compréhension totale, lorsque vous acceptez que la profondeur est infinie et que votre temps est limité, quelque chose se détend. La compulsivité de connaître s'adoucit en curiosité. La solitude cesse d'être un problème à résoudre et devient une condition que vous habitez, parfois avec douleur, parfois avec sérénité, parfois avec les deux simultanément. Alors tu arrives au bord de l'abîme et tu regardes en bas. L'abîme de ta propre conscience, de ta propre mortalité, de ton insignifiance cosmique. Et Nietzsche avait raison. Lorsque tu regardes longtemps dans l'abîme te rend ton regard. Mais ce qu'il n'a pas dit, c'est que dans ce regard mutuel, dans cette reconnaissance du néant qui te constitue et t'entoure, il y a quelque chose d'étrangement libérateur. Tu n'as plus besoin de faire semblant que ta vie a un but cosmique. Tu n'as plus besoin de justifier ton existence devant un univers qui ne prête pas attention. Tu n'as plus besoin de chercher validation dans les foules qui ne te comprendront jamais. Tu peux simplement être dans toute ta complexité solitaire, sans excuses et sans illusions. Et peut-être, juste peut-être, dans cet état d'acceptation radicale de ta solitude existentielle, tu deviens capable d'une forme différente de connexion. Pas la connexion basée sur le partage de la même inconscience, mais la connexion entre êtres conscients qui reconnaissent mutuellement leur solitude fondamentale. C'est rare, cette forme de rencontre. Mais quand elle se produit, quand tu regardes dans les yeux d'un autre être humain et que tu vois qu'il a aussi parcouru ses propres enfers intérieurs, qu'il a aussi payé le prix de l'éveil, qu'il porte aussi le poids de voir trop, il y a une reconnaissance qui va au-delà des mots. Tu n'as pas besoin d'expliquer, tu n'as pas besoin de traduire. Tu es simplement ensemble dans la connaissance partagée que nous sommes tous fondamentalement seuls, et que cette connaissance partagée est la seule communion réelle possible pour ceux qui ont franchi certains seuils. Jung passait beaucoup de temps à explorer la synchronicité, ces coïncidences significatives qui semblent relier le monde intérieur au monde extérieur de manière défiant la causalité. Et pour l'esprit brillant en solitude, les synchronicités deviennent des signaux vitaux indiquant que peut-être, juste peut-être, la solitude n'est pas la vérité ultime. Peut-être existe-t-il des schémas de connexion plus subtils que l'interaction sociale superficielle. Peut-être lorsque vous vous abandonnez complètement à la solitude, lorsque vous cessez de lutter contre elle, lorsque vous l'acceptez comme le terrain nécessaire de votre existence, quelque chose change. La solitude ne disparaît pas, mais se transforme. Elle devient l'espace où se produisent les choses les plus importantes, la créativité authentique, la pensée originale, la rencontre sans médiation avec votre propre âme. Parce qu'au final, la solitude forcée sur un esprit brillant a une finalité cruelle mais nécessaire. Elle vous oblige à trouver des ressources internes que vous n'auriez jamais développées si vous aviez pu vous disperser dans le confort d'une appartenance facile. Elle vous oblige à construire un monde intérieur si riche, si complexe, si habité, que lorsque la solitude extérieure devient insupportable, vous pouvez vous retirer dans ce monde intérieur et y trouver suffisamment de compagnie dans vos propres pensées, suffisamment de beauté dans vos propres créations, suffisamment de sens dans votre propre exploration. Ce n'est pas un réconfort complet. Il ne remplace jamais la chaleur d'un contact humain sincère. Mais c'est suffisant pour survivre. Et lors des bons jours, c'est suffisant pour prospérer de manière que ceux qui n'ont jamais connu la solitude profonde ne pourront jamais expérimenter. Il y a une scène que Jung décrit dans ses mémoires, un moment de sa vieillesse où il est seul dans sa tour à Bollingen, travaillant la pierre, construisant de ses mains, loin de la ville et des exigences sociales. Et à ce moment de solitude totale, travaillant en silence, il ressentit une paix que toute sa vie intellectuelle ne lui avait jamais donnée. La paix d'être simplement, sans audience, sans but autre que l'acte même de créer. Et voici la dernière paradoxe. L'esprit brillant cherche la complexité, la profondeur, la signification. Mais parfois, la libération vient de la simplicité, de l'immédiat, du concret. Toucher la pierre froide, voir le soleil se déplacer. Exister sans analyser l'existence. Mais tu ne peux pas maintenir cet état très longtemps.
ton esprit se réactive, se remet à questionner, à analyser. Et le cycle continue. Profondeur et superficialité. Solitude et connexion. Analyse et expérience. Oscillant perpétuellement. Ne trouvant jamais un équilibre permanent, car l'équilibre permanent est une autre illusion, une autre fantaisie de résolution dans un univers qui fonctionne par un déséquilibre dynamique. Et tu apprends, finalement, que ce n'est pas une question de résoudre la solitude. Il s'agit d'apprendre à danser avec elle, d'accepter que certains jours, la solitude suffit comme compagnie et d'autres jours, elle est une blessure qui saigne. De reconnaître que ta brillance est à la fois une bénédiction et une malédiction, et que tu ne peux pas en séparer une de l'autre sans détruire ce que tu es fondamentalement. Êtes-vous prêt à accepter cela? Pouvez-vous regarder votre vie, avec toute sa solitude, avec toutes ses incompréhensions, avec tous ces moments d'aliénation douloureuse, et malgré tout, dire oui à ce que vous êtes? Pouvez-vous lâcher l'illusion que, un jour, votre intelligence sera complètement comprise, pleinement appréciée, totalement connectée aux autres? Pouvez-vous habiter la vérité que vous mourrez avec des parties de vous que personne n'a jamais complètement connues, avec des pensées que vous n'avez jamais réussi à traduire avec succès en langage humain, avec des profondeurs que vous avez explorées entièrement seul? Et pouvez-vous faire tout cela sans devenir un martyr amer de votre propre intelligence, sans utiliser votre solitude comme une arme contre un monde qui joue simplement à un jeu différent du vôtre? Parce que l'esprit brillant en solitude n'est pas une tragédie qui doit être rachetée. C'est une condition qui doit être habitée avec la plus grande intégrité possible. C'est le prix que certains paient pour voir au-delà des récits réconfortants. Et oui, c'est un prix élevé. Mais l'alternative, aveugler délibérément sa propre capacité à voir, trahir sa propre profondeur pour l'illusion d'appartenance, vivre toute sa vie comme une version comprimée de ce que l'on est réellement, ce prix est impossible à payer pour celui qui a déjà goûté à la clarté. Une fois que vous avez vu, vous ne pouvez pas décevoir. Une fois que vous avez pensé profondément, vous ne pouvez pas revenir à une pensée superficielle sans sentir que vous mourrez lentement. Alors tu te retrouves ici, à la fin de ce monologue que peut-être personne d'autre que toi ne comprend entièrement. Juste à nouveau, mais peut-être simplement d'une manière différente, avec une carte plus détaillée de ta solitude, avec un langage plus précis pour ton isolement, avec une compréhension plus profonde de pourquoi la brillance et la solitude sont si intimement liées. Et la question qui résonne dans le silence après tous ces mots n'est pas de savoir si tu peux échapper à la solitude. La question est de savoir si tu peux la transformer d'une prison en un sanctuaire, d'une malédiction en une vocation, d'une blessure en une source de ta force la plus profonde. La réponse vit dans l'espace entre vos pensées, dans le moment précis avant que votre esprit analytique ne transforme l'expérience en concept. Elle vit dans votre capacité à maintenir votre profondeur sans vous noyer, à exercer votre brillance sans vous séparer de votre humanité fondamentale. Elle vit dans votre décision, renouvelée chaque jour, de rester éveillé dans un monde endormi sans mépriser ceux qui dorment, de marcher seul sans faire de la solitude une identité complète, de voir clairement sans perdre complètement la capacité d'émerveillement. Peux-tu faire cela? Peux-tu être brillant, solitaire, humain et vulnérable en même temps? Peux-tu accepter que ton esprit t'a exilé de la tribu sans construire une nouvelle tribu imaginaire où tu serais le héros incompris? Peux-tu lâcher les histoires que tu te racontes sur ta solitude et simplement la ressentir directement, sans médiation narrative? Et peux-tu, au milieu de tout cela, trouver des moments de rire sincère, de plaisir simple, de gratitude inexplicable pour exister, même si l'existence n'a pas de sens inhérent? Voici les questions qui te poursuivront le reste de ta vie. Pas parce qu'elles ont des réponses définitives, mais parce qu'elles sont les bonnes questions pour un esprit qui refuse de se contenter de réponses faciles. Et dans ta manière de les habiter, dans la façon dont tu danses avec ces impossibilités, tu définis qui tu es au-delà de ton intelligence, au-delà de ta solitude, au-delà de toutes les étiquettes que la psychologie et la philosophie peuvent t'offrir. Tu définis ton humanité unique dans le seul endroit où elle peut être définie, dans l'intimité silencieuse de ta propre conscience, seule avec elle-même, regardant l'abîme qui est à la fois la source de toute signification et la preuve qu'aucune signification ne perdure.